Êtes-vous prête à vous lancer dans une nouvelle histoire? Ça fait un petit moment que vous n'avez plus d'amoureux, et ça vous titille de remettre ça? Excellent. Cette fois, pour mettre toutes les chances de votre côté, nous allons vous aider à vous poser les bonnes questions. Sortir d'une histoire d'amour, se remettre sur pied est un processus parfois lent et douloureux. Mais si vous lisez ces lignes, c'est déjà le signe que vous êtes sur le bon chemin pour retrouver un amoureux. Alors félicitations. Il est important de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de guérir, de pardonner, de fermer la page avant de passer vivre une nouvelle aventure. Alors, êtes-vous prête à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour? Voici les 4 signes qui ne trompent pas. 1. Je le veux. Vous croyez à l'amour, vous savez que quelque part, quelqu'un vous attend. Et pas seulement un livre d'Anna Gavalda. Il est important que cette décision vienne de vous, que vous clamiez haut et fort, oui, je veux rencontrer quelqu'un. Si c'est votre entourage, vos copines, votre mère qui vous mettent la pression. Voir votre ex qui vous nargue parce que vous avez décidé de rester en bons termes et il affiche son bonheur sur Facebook. Il n'est pas certain que vous vouliez rencontrer un homme pour de bonnes raisons. La bonne raison, c'est que vous en ayez envie, vous. 2. Tournez la page. Nous savons à quel point il est difficile de laisser partir un être que l'on a aimé. Même si vous étiez à l'origine de la décision de rompre, il n'en reste pas moins que la douleur a été là. Mais désormais, c'est du passé. Donnez-vous le temps d'analyser les erreurs que vous auriez pu commettre dans cette relation terminée. Prenez le ferme engagement de ne plus les reproduire. Essayez de vous souvenir de votre ex comme d'une personne de valeur, qui malgré tout vous a apporté de bonnes choses. Si vraiment vous pensez qu'il ne vous a rien apporté du tout, dites-vous quand même qu'il vous a permis de comprendre que vous ne vouliez plus d'une personne comme lui. Si vous avez visité de beaux lieux en sa compagnie, si vous avez appris des choses, vu des expositions, souvenez-vous de ces moments en vous les remémorant avec tendresse et bienveillance. Cette attitude va vous permettre de supprimer toute rancœur en vous. Tout sentiment négatif, et petit à petit, va vous libérer de l'emprise que votre ex aurait pu avoir sur vous. En vous détachant de la sorte, vous allez progressivement pouvoir vous rendre mentalement disponible pour une autre personne. Si cette étape est déjà dépassée, vous êtes sans doute sur la bonne voie pour rencontrer quelqu'un d'autre. Bravo. 3. Qui même me suivent. Pourquoi souhaitez-vous rencontrer quelqu'un? Parce que vous vous ennuyez seul? Parce que vous voulez rendre votre ex jaloux? Ce sont de terribles raisons de vouloir être en couple. Vous devez être heureuse en votre propre compagnie pour être heureuse en compagnie de quelqu'un d'autre. C'est parfois un mécanisme complexe à comprendre, et pourtant, il est capital en matière de relations de couple. En réalité, on ne peut réussir son histoire d'amour que si l'on n'a pas vraiment besoin de l'autre. L'autre ne doit pas être un baromètre de votre joie de vivre. Votre bonheur doit être indépendant de votre relation de couple. Qu'il soit dans votre vie ou pas, encore, vous êtes complète, belle, épanouie et heureuse. En arrivant dans votre vie, monsieur ne fera que rajouter un peu de bonheur. Mais il ne peut jamais être la raison unique de votre bonheur. Car s'il s'en va, vous risquez de vous écrouler. Il est indispensable que vous vous aimiez de manière inconditionnelle si vous souhaitez qu'un autre être humain tombe amoureux de vous. 4. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Vieux dicton populaire, mais néanmoins toujours d'actualité. Pensez-vous que monsieur va être attiré par vous, si vous ne prenez pas soin de votre apparence Une question agaçante que j'aime bien poser, si vous étiez un homme, voudriez-vous sortir avec vous? Eh, oui, parfois ça fait réfléchir. Si en vous regardant dans le miroir vous trouvez que votre look laisse un peu à désirer, je crains qu'il ne le trouve aussi. Être prête à se lancer dans une nouvelle histoire, c'est aussi être prête physiquement. Nul besoin d'avoir un amoureux pour se faire belle, se maquiller, avoir une coiffure impeccable et une manucure soignée. Je n'ai pas dit qu'il fallait s'habiller comme Kim K pour aller chez Franprix. Mais si vous faites attention à vous, cela attirera forcément le regard des hommes que vous croiserez. Et puis, on ne sait jamais, monsieur aussi doit se nourrir et faire ses courses quelque part. Ce serait dommage de rater une rencontre potentielle parce que vous sortez en jogging et les cheveux cracra. Savez-vous, d'après une étude américaine, qu'il suffit de 7 minuscules secondes pour qu'un homme décide si vous lui plaisez ou pas? Lisez cette étude. Par ailleurs, attention aussi à votre attitude.
Essayez du mieux que vous pouvez et en toutes circonstances d'être avenante, souriante, sympathique, sociable. Cela montre que vous êtes bien dans votre peau, que vous pouvez faire conversation de manière légère et agréable. Et quoi de plus attirant pour un homme qu'une femme qui incarne la joie de vivre? Ne précipitez pas les choses. Relisez cet article aussi souvent que nécessaire et tentez de répondre le plus honnêtement possible à ces questions. Demandez-vous aussi si c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un, si vous avez du temps à consacrer à une autre personne. Et n'oubliez pas d'être indulgente dans vos rencontres, personne n'est parfait. La vraie raison de votre timidité, et comment la surmonter? Et si la timidité n'était pas que le reflet d'un manque de confiance en soi? Aujourd'hui, je vous propose un autre regard sur ce trait de caractère complexe. Une vision nouvelle qui vous aidera peut-être à mieux comprendre cet obstacle qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. Explication. Petit topo sur la timidité. Depuis que je m'intéresse au développement personnel, je cherche à comprendre la cause des blocages les plus communs, et comment les surmonter. L'un des plus répandus et véritables calvaires pour ceux qui en sont touchés, c'est la timidité. La timidité, tout le monde sait ce que c'est, mais finalement, peu savent comment la surmonter. À l'instar de la confiance en soi, on sait ce qu'il faudrait faire dans les grandes lignes pour se sentir mieux. Les magazines, les sites internet et autres médias le rabâchent déjà assez. Mais dans les faits, rien n'avance. On ne sait pas comment appliquer concrètement les conseils et lorsqu'on essaye, on se décourage relativement vite. En réalité, nous n'y arrivons pas parce que nous ne sommes pas totalement convaincus. On est dans l'attente d'une solution qui nous correspondrait plus. Conséquence, on se traîne le boulet de notre malaise un bon paquet d'années avant de réaliser un jour, peut-être aussi avec l'âge et la lassitude de souffrir, que la timidité ou le manque de confiance en soi, ça ne sert à rien. Ce n'est pas productif. Mais avant d'en arriver là, on accepte beaucoup de choses qu'on ne devrait pas et on bride beaucoup trop nos vraies envies. Un gâchis. Je n'ai pas la prétention d'avoir la recette pour enfin vous aider à ne plus du tout être timide. Et puis, on ne peut pas passer du coq à l'âne du jour au lendemain. Par contre, nous pouvons essayer de comprendre ensemble quel est cet obstacle invisible qui vous empêche d'être vous-même, pour peut-être à terme, l'éradiquer. Il faut savoir que la timidité est sournoise. Elle ne se manifeste pas toujours de la même manière, de la façon la plus connue. Les rougissements, la voix qui devient tout à coup fluette, le dos voûté et le regard qui fuit ne sont qu'une forme de timidité. Je dirais la forme la plus brute. Mais en réalité, celle-ci a beaucoup plus d'une corde à son arc, elle a une véritable palette de visages. L'agressivité, la froideur, la retenue, la susceptibilité ou encore l'agitation sont autant de masques que peut porter la timidité pour ne pas se faire repérer. Le rigolo de service peut être un timide qui cache sa gêne grâce à l'humour. Le beau gosse qui fait craquer toutes les femmes peut être un timide qui cache sa gêne grâce à la distance et la froideur qu'il instaure dans ses interactions. L'ami autoritaire, un peu leader, peut être un timide qui cache sa gêne en simulant un excès de confiance pour cacher sa fragilité. De ce fait, les timides classiques pensent qu'ils sont les seuls à souffrir de leur malaise alors qu'en réalité, les timides sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. C'était la pensée optimiste du jour, merci. Bien sûr, on ne peut pas quantifier le nombre de timides parce que c'est un trait de caractère plus complexe qu'un simple système binaire. À la question, est-ce que je suis timide? On ne coche pas la case oui ou la case non parce qu'en réalité, notre timidité ne nous est pas inhérente, on ne naît pas timide, on le devient. Et plus précisément, on adopte ce dispositif de protection à certaines périodes de notre vie parce qu'on ne trouve pas mieux. Votre timidité peut être votre bouclier face aux situations gênantes à cet instant X mais dans quelques années. Ce bouclier peut être votre répartie, ou votre paire de babouches qui vous donne trop la classe. Puis redevenir timide parce que tout le monde vous critiquait sur vos jeux de mots pourris et vos chaussures achetées au marché. Nous sommes timides à quelque chose. Certains sont timides de manière globale, dès qu'il s'agit d'interactions sociales. Mais pour d'autres, ils le sont dans certains contextes bien précis avec un type de personne en particulier. La timidité a donc plusieurs niveaux et plusieurs variables. Et surtout, tout ça porte à croire qu'au fond, nous sommes tous un peu timides, à notre manière. Le paradoxe du timide. Face à tous les types de timidité, j'ai repéré un facteur commun et ce n'est pas celui qu'on croit. Bien souvent, la timidité est associée à la mauvaise estime de soi.
ce qui n'est pas faux en soi. Mais en observant plus en profondeur, j'ai réalisé que le timide était beaucoup plus complexe que ça. Son vrai problème, c'est qu'il a beaucoup trop d'estime de lui pour accepter qu'il puisse échouer dans quelque chose ou s'exposer à du ridicule. Les timides ont en réalité plus d'amour-propre qu'ils ne le pensent. Et leur malaise ne vient pas de leurs interactions avec les autres, mais de la vision qu'ils veulent entretenir d'eux-mêmes. Il y a peu, j'avais assisté à la chute magistrale d'un ami qui s'était retrouvé affalé par terre devant tout le monde. Sa réaction ? Grand éclat de rire avec forcément un petit mélange de gêne puis ni une ni deux, il était déjà passé à autre chose. Intimide. Il aurait sûrement mal vécu le fait de passer pour un imbécile devant tout le monde. Et il passerait probablement un petit moment à se remémorer la scène et à s'imaginer ce que les autres ont pensé de lui à ce moment-là. La différence dans ces deux situations ? Finalement pas l'interaction avec les autres, puisque dans les deux cas, le casse-couille jaune et tout le monde se fend bien la poire. Par contre, l'un accepte d'être imparfait, l'autre non. En tant que coach, lorsque des gens timides me parlent de leur blocage, les phrases qui reviennent sont « J'ai vraiment trop peur de me prendre un râteau. Je ne veux pas passer pour une imbécile, pour une désespérée. Je vais avoir l'air ridicule si je fais ça ou ça. » Globalement, ils ne veulent affronter aucun échec, ils ne se laissent aucun droit à l'erreur. Ils préfèrent rester seuls que d'être blessés par la non-réciprocité des sentiments. Et ils sont dans le contrôle perpétuel de leur image. Cette ambiguïté du « je n'ai pas confiance en mes capacités », manque d'estime de soi. Mais je m'aime trop pour accepter l'échec ou le rejet, narcissisme prononcé, fait tout le paradoxe du timide. Ma prise de parti pour cette vision narcissique des choses s'est d'autant plus confirmée par ma découverte du bêta average effect, ou l'effet meilleur que la moyenne. Selon différentes études de psychologie, les gens auraient tendance à se penser supérieurs à la moyenne de la population. Et lorsque leurs résultats sont plus faibles que les autres, ils se persuadent que c'est à cause d'éléments extérieurs. Bref, nous sommes dans une société où tout le monde est un peu narcissique sur les bords, mais paradoxalement, ne se fait pas assez confiance. Comment dépasser sa timidité ? Le plus paradoxal finalement, c'est que le fonctionnement du timide est comme un boomerang, tout lui revient dans la gueule à la fin. Moins on essaye et plus c'est dur. Prenons l'exemple d'un timide classique qui ne parle jamais dans un groupe. Les rares moments où il prend la parole, un gros silence s'installe et tout le monde l'écoute, parce que ce n'est pas habituel. Alors, il a intérêt à ne pas juste raconter que sa grand-mère a mangé de la salade de pois chiches au déjeuner, au risque de vraiment se coller l'étiquette de loser définitivement sur le front. Alors que celui qui parle tout le temps pour ne rien dire la moitié du temps, peut se permettre de balancer 2 ou 3 phrases sans intérêt. Lorsqu'un timide ne fait pas une chose X, il a les projecteurs sur lui lorsqu'il se décide enfin de le faire. Et quoi de pire pour quelqu'un qui a peur de publiquement échouer? L'autre revers de la médaille, c'est l'image associée, à tort, à la timidité. La gentillesse, la minutie mais aussi la lâcheté, l'inconsistance ou encore l'inutilité. Quoi de plus paradoxal pour quelqu'un qui est dans l'OV contrôle de son image que de se faire coller des étiquettes qui ne le correspondent pas? Pour enfin surmonter sa timidité, la solution ne serait-elle pas au final d'accepter la critique? Arrêter d'être trop dur avec soi-même et accepter qu'on ne puisse pas réussir partout? Et surtout, arrêter d'être autant égocentré et avoir constamment les yeux rivés sur ce que les autres peuvent penser de nous? Et vous, que pensez-vous de cette vision de la timidité? Quelle est votre technique pour surmonter la timidité? Christelle, timide à ses heures perdues.